Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez échanger, dialoguer, discuter avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, Richard et moi, d'être là avec vous, malgré le confinement. Voilà, et cette fois-ci, nous avons décidé, malgré le confinement, d'être là à la radio. Parce qu'on ne veut pas casser le lien social qui existe entre nous et vous. Voilà, on a établi un lien depuis très longtemps maintenant. Et voilà, je pense qu'en plus, nous avons tellement de choses à dire. Avec tout ce qui se passe, on ne peut pas se permettre de se taire. Et donc, du coup, voilà, Richard et moi, voilà, nous nous sommes organisés avec, en tout cas, le conseil d'administration de la radio. Nous serons là. Bon, Richard, je ne sais pas jusqu'à quand, mais au moins, en tout cas, on est là. On essaiera de tout faire pour être là, car c'est extrêmement important de continuer à dialoguer, à débattre, à échanger et à parler de tout ce qui se passe dans le monde et bien sûr, tout ce qui se passe au Sénégal, car cette émission s'appelle Le Plateau du Sénégal. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai un professeur, le professeur Cheikh Oumar Diagne. Cheikh Oumar Diagne, il est secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité. C'est un expert financier et il est spécialiste en finance islamique. C'est un enseignant-chercheur et un écrivain. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a publié un livre qui s'appelle La République privée du Sénégal, mais aussi Confidences soufis, entre autres. Et avec lui, nous discuterons certainement du nouvel ordre mondial. Nous discuterons de la liberté d'expression. Voilà. Et d'ailleurs, avant de continuer, je m'incline devant la mémoire donc, de tout ce que nous avons perdu du côté de Nice, Richard. Et nous nous inclinons, en tout cas, à la mémoire de ces personnes et l'émission Le Plateau du Sénégal, la Radio Galère. Donc, nous leur présentons toutes nos condoléances et rappeler encore une fois de plus, je l'ai rappelé samedi dernier, mais on dit que la répétition est pédagogique, que l'islam est une religion de paix, que l'islam est une religion de tolérance, que l'islam est une religion de solidarité. Et donc, on n'a pas besoin, comme j'ai entendu Mme Valérie Pécresse hier, donc, dire que les musulmans devraient sortir pour dire que ces personnes n'assassinent pas en leur nom. Mais moi, je suis totalement contre, comme je l'avais dit, du temps de Charlie. Mais c'est tellement une évidence, cela va de soi, que ces gens-là ne représentent pas la majorité des musulmans. Mais pourquoi vous voulez que je sorte dans la rue ou bien que je fasse je ne sais pas quoi pour dire que cette personne n'agit pas à mon nom? Mais c'est de fait, c'est de facto qu'ils n'agissent pas à nos noms. Donc arrêtez tout de suite de vouloir dire oui, vous les musulmans, cette personne fait partie de vous, donc vous sortez. Non mais arrêtez quoi. Moi à Charlie, quand des musulmans ont dit qu'ils vont faire une marche pour en tout cas soutenir, pour en tout cas s'indigner de ce qui s'est passé, mais moi j'avais dit je ne marche pas. Mais à Marseille, quand on a dit les citoyens marseillais vont sortir au Vieux-Port pour manifester, oui, j'étais devant. Je sors en tant que citoyen. Et je ne sors pas en tant que musulman. Je sors en tant que citoyen. Parce que la religion musulmane n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller égorger telle ou telle personne.
Mais s'il faut que je le répète à chaque émission, je vais le répéter. Et que ces hommes politiques, que ces femmes politiques, arrêtez tout de suite de faire de l'amalgame. Arrêtez de pointer du doigt. Qu'il y ait des déséquilibrés mentaux, qu'il y ait des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qu'il y ait des gens qui font des actes ignobles parce qu'ils mettent un manteau religieux, ben, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez la part des choses. Voilà, donc je voulais vraiment, donc, en tout cas, commencer par tout ce qui s'est... toutes les personnes, donc, malheureusement, qu'on a perdues dans ces attentats. Et je voudrais aussi, c'est très important, parce qu'on ne le fait pas assez, et pourtant, c'est de chez nous, c'est à côté. Nous avons énormément de morts au Sénégal. Nous avons perdu plus de 140 personnes en mer, de jeunes Sénégalais. Nous avons perdu plus de 16 Sénégalais sur la route. Là aussi, toutes nos condoléances aux familles des victimes. Et aussi, comme nous sommes dans cette période de condoléances, je voudrais aussi rendre un vibrant, en tout cas présenter toutes mes condoléances à un jeune que je connais très bien, à un jeune qui nous a quittés, c'est Moussa. Moussa est l'une des premières figures du hip-hop au Sénégal dans les années 90. Moussa nous a quittés ce mercredi, Moussa de Djantbi. Nous présentons toutes nos condoléances donc, à sa famille, à ses compagnons rappeurs, Doudou et Souley, sans oublier Samayay, mère Mbarkemboub, et bien sûr mon ami de toujours depuis l'Espagne, Gilzo, donc Djili Thioune, et bien sûr Poupon aussi Fateumala, Medoun Jean-Pierre Sec depuis Annemasse, car tous les trois on allait très souvent à Dieuppeul, donc le voir et l'accueil était toujours chaleureux. Donc Moussa yal na la yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare àjjana te jéggal ko. Voilà, donc Richard, comme je disais, nous allons commencer tranquillement avec une musique de Kergui pour montrer que Diogufi, parce que tu as mis Ouza au départ. Ce que Ouza disait il y a quelques années, malheureusement c'est ça encore qui est là. Le Sénégal n'a pas vraiment changé en profondeur. Mais nous allons discuter de tout ça, comme je le dis, avec notre invité, Cheikh Omar Diagne, pour discuter de cela. Et puis, j'aimerais aussi passer un grand coup de gueule sur l'immigration sénégalaise. Sur cette immigration où le président Macky Sall, comme je l'ai dit, s'est déplacé en France, Charlie, avec l'avion du Sénégal, payé par les impôts sénégalais, pour venir soutenir les 8 personnes qui ont été assassinées ici en France, alors que dans ton propre pays, tu viens de perdre 140 jeunes Sénégalais, sans oublier tous ces jeunes Sénégalais engloutis en mer et qu'on ne sait pas à travers les pirogues. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le président de la République? Vous faites un tweet? Vous faites un tweet pour vous indigner. Je dis ça, je dis rien. Richard. Oui, Lamine, on a notre fidèle auditrice qui voudrait faire passer un petit mot, un petit message habituel. Allez, on y va. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai écrit un petit mot ce matin. Je ne sais pas s'il va servir à quelque chose parce que ce sont des choses que les gens connaissent, ce que j'ai écrit. Mais enfin, je pense quand même qu'il faut que je les dise. Allez-y. Parce que sous tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de racisme. Et c'est ce qu'il faut combattre en premier, je pense. Le racisme se cache derrière la précarité, la pauvreté. Certains n'ont pas le droit à une vie décente. Le racisme est là quand on vous casse les reins pour que vous ne revendiquiez plus. Le racisme se cache sous le mot paix pour empêcher les gens de s'exprimer. Le racisme, c'est de dire qu'il vaut mieux se taire et faire semblant que tout va bien. C'est considérer que des personnes n'ont pas le droit à une meilleure vie, doivent continuer à avoir une vie difficile. Est-ce que la nouvelle génération désire avoir comme héritage ces silences, ces croyances religieuses où l'on vous apprend que Jésus a souffert pour l'humanité, alors l'humanité doit accepter de souffrir en hommage à Jésus? Où il est le respect pour les êtres humains là-dedans? Les jeunes doivent-ils apprendre à supporter une vie difficile ou essayer de réussir leur vie en étant respectés?
lutter contre le racisme. C'est ce qu'il faut faire. Les femmes, toutes les femmes de tous les pays doivent être complètement les égales de tous les hommes de tous les pays. Je ne me fais pas d'illusions. Le racisme est un outil politique et cela durera longtemps tant que des gens voteront pour les racistes. Voilà. J'espère que vous avez... Merci beaucoup, Christine, pour ton appel. Merci, Et à très bientôt, Christine. bonne écoute. Merci. Richard, donc comme le temps, ça va très vite, on n'a pas le temps d'aller écouter de la musique. On va directement prendre notre capitaine, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal au Canada, Matar Ly, qui est déjà debout. Allô, allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Tu m'entends bien, j'espère. Oui, je t'entends très très bien. Nakamu? Ah, il fait très froid, mon ami. Ah, Ça commence déjà. eh bien, bon courage. Hein. Nous, on est encore dans la, je ne vais pas dire dans la chaleur, mais bon, on est en automne, Richard, non? On est moins 5 aujourd'hui, mais ça, c'est correct pour le moment. Bon, ben, en tout cas, c'est très très bien. Écoute, tu es habitué maintenant. Bah oui, je suis habitué. Mais je te remercie, Lamine. Je remercie aussi Richard. Bonjour. Bonjour, bonjour Matar, J'espère pardon. que tout va bien. Oui, très Oui, bien, ça merci. va. Oui, c'est bon. Mais Lamine, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à la radio. Sérieusement. Wow. Lamine, man, je ne sais plus dans quel pays on vit au Sénégal, sérieusement. Xam nga ni li ma bëggoon wax sànq, tu l'as dit. Maintenant, j'appelle le président du tweet. Sérieusement. Il est comme M. Donald Trump. Lamine, avec ce qui s'est passé, le président envoie 17 mots pour 140 personnes mortes. Moi, je ne sais pas. Je sais pas, Lamine. Sérieusement. Xam nga, ce que je voulais dire, c'est que tu l'as dit. Tu viens de le dire. Je voulais apporter cette, comment dirais-je, parce que moi, je suis le président sur Twitter. Mais c'est du n'importe quoi, Lamine. Regarde ce qui se passe actuellement. Le Sénégal va mal. La chanson de Ouzala, vraiment, Lamine, il faut le mettre tous les jours. Il faut le mettre tous les jours. Ça ne va pas. Le pays va de mal en pire, comme on dit. Tout à fait. De mal en pire. Bon, ben, Mais, écoute. Lamine, hein? Mais c'est terrible, hein? Franchement. Moi, je ne sais pas. Ah, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Et puis, Parena Fofou, ce qui s'est passé en France avec ton président. Mais là, les paroles là de Macron, tu sais, jusqu'à présent, le président, il n'a pas ouvert sa bouche. Qu'est-ce qu'on dit en français? Qui ne dit rien? Consent. OK. Il n'a rien dit. Charlie Hebdo, comme tu l'as dit tout de suite, il a pris l'avion, il est parti. Il a dit que c'était lui, Charlie. Mais et les 140 ou les 200 Sénégalais qui sont morts, lui, il est qui pour eux? Non, réponds-moi, Lamine, sérieusement. Il est qui pour eux? Ben, écoute, voilà, il y a des choses, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est terrible, man. Vraiment, c'est catastrophique. Moi, je ne comprends pas le président de la République avec tout ce qui se passe dans le pays. Lamine, le pays va mal. L'homosexualité a pris une ampleur. Moi, je ne peux pas imaginer ce qui se passe actuellement au Sénégal. Il ne parle pas. Mais c'est toi qu'on a élu comme président. S'il y a des problèmes, le Sénégal est à 95% musulmans. Comment? Mais il faut aller du côté des musulmans s'ils ont des problèmes. Il faut dire quelque chose. Mais comme on dit, qui ne dit rien consent, et moi, je le proverbe, le consentement universel n'est pas la preuve absolue de la vérité. Continue. Mais anyway, vraiment, Lamine, li ma bëgg wax dafa bëri, mais je ne veux pas prendre le temps de parler. Moi, je vais attendre le gars là. C'est dommage que je ne pourrais pas poser des questions à ton invité. Ben, écoutez, je prendrai en tout cas 2 ou 3 personnes certainement vers la fin pour qu'on puisse. Mais personnellement, je pense que je pourrais pas. Mais j'ai écouté sa vidéo l'autre jour qu'il a faite là. Mais vraiment, il parle bien et puis il sait ce qu'il dit là. Bon, ben écoute, on va le prendre dans une minute. Mais Lamine, le nouvel ordre mondial. Mais qui a mentionné ça dans son discours? Ben, le président Macky Sall en a parlé, Macron en a parlé. Ouais, mais Macron, c'est le père de Macky Sall, c'est normal, Lamine. Et puis, Macron a utilisé des termes qu'il ne devait pas utiliser envers les musulmans. Le président de la République du Sénégal, 95% musulmans, il n'a même pas ouvert sa bouche. Charlie, il était là-bas. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Bon. Lamine, je vais laisser le gars là répondre à nos questions parce que vraiment, mon cœur commence à battre fort là. Et puis, je ne veux pas être. Bon. Allez, Savarak, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de te réveiller toujours très tôt pour être, en tout cas, à l'écoute de Radio Galère. Mais, Lamine, ça fait plaisir, man. Et dis à Djedja de nous dire ce qu'elle pense du président. J'attends son intervention. Inch'Allah, ça va, Savarak. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vois que les téléphones commencent à sonner. Mais donc, vous m'excusez, on a déjà un invité. On va prendre notre invité, discuter un tout petit peu avec lui et ne vous inquiétez pas. Après, j'ouvrirai les antennes pour que vous puissiez, en tout cas, lui poser des questions. Richard, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on a rétabli la connexion? Allô? Allô? Oui, bonjour, cher Omar Diagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maaleykum salam, naka wa Sénégal? Alhamdulillah, ñëpp ngi ci jàmm, machallah. Voilà, en tout cas, cela nous fait plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Et comme je l'ai dit en début d'émission, vous êtes donc un professeur, donc un professeur expert financier. Vous êtes spécialiste en finance islamique, donc un enseignant-chercheur. Vous êtes également secrétaire général du Rassemblement pour la vérité. Mais aussi, vous êtes un écrivain. Et comme je le disais aussi, vous avez écrit La République privée du Sénégal. Vous avez écrit Confidence Soufi. Et aujourd'hui, très rapidement, comme vous dites beaucoup de choses sur le Sénégal, la première des choses, aujourd'hui, on est en face d'une émigration clandestine, le désarroi de la jeunesse sénégalaise, avant de venir juste sur donc, les thèmes pour lesquels vous êtes là. Quel sentiment pour tous ces jeunes Sénégalais qui périssent en mer? Merci beaucoup, Lamine. J'en profite pour saluer en fait tous vos auditeurs à l'intérieur et à l'extérieur de la métropole. Donc, c'est un plaisir en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur des problématiques qui tiennent à cœur, en tout cas, la diaspora et surtout le peuple sénégalais. Donc, mon sentiment par rapport à cette immigration-là et surtout à ces centaines de morts dans l'Atlantique, c'est un sentiment en tout cas de tristesse, de désolement. En fait, c'est un fait qui découle des politiques publiques, je vais dire, inadaptées du gouvernement sénégalais actuellement. C'est un plan Sénégal émergent qui nous a été vendu avec l'ambition d'atteindre 500 000 emplois dans les 5 premières années. Donc, ce plan-là ne fonctionne pas. Les populations ne se retrouvent pas dans l'économie sénégalaise. La mer, vous avez pu constater que la majorité de ceux qui émigrent, ce sont des pêcheurs. Pas plus tard qu'avant-hier, la pirogue qui avait explosé en mer et qui a été... ils ont été récupérés. Ils sont composés à près de 90% de pêcheurs. C'est des gens qui ne retrouvent plus de poissons dans l'océan Atlantique. Parce que l'ensemble de nos côtes ont été bradées et vendues à des navires étrangers, que ce soit l'Union européenne ou la Chine. Donc, c'est des gens qui ne retrouvent plus, qui n'ont plus de travail en réalité. Donc, c'est une conséquence, en tout cas, des politiques publiques très mal faites, d'un bradage excessif des ressources de ce pays-là. C'est dans cet angle-là, moi, que je perçois cette immigration-là. Je ne trouve pas qu'ils sont suicidaires. Je trouve que ce sont des personnes qui n'ont pas ce qu'ils veulent chez eux et qui espèrent trouver quelque chose ailleurs. Donc, que Dieu, en tout cas, ait pitié de l'âme de ceux qui ont péri. J'ai eu encore plus mal quand le gouvernement n'en parle même pas. Personne n'est indigné par rapport à cette perte-là qui se chiffre à plus de 140 personnes, selon les chiffres de l'OIM, n'est-ce pas? L'Organisation internationale d'immigration. Tweet pour un rien du tout. Et voilà, et s'indigne pour des morts, en tout cas, qui se passent ailleurs sur d'autres cieux. Donc, nous sommes vraiment, je ne dirais pas que nous sommes un peuple maudit, mais nous n'avons pas les dirigeants qu'il nous faut. Bon. En tout cas, donc, merci pour cette opinion. Et maintenant, nous allons rentrer dans cette nouvelle ère, donc c'est l'ère du coronavirus. Et dans cette ère du coronavirus, il y a un concept qui est revenu,
un concept qui est de retour, c'est le nouvel ordre mondial. Donc, Matarli du Canada en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ces trois mots englobent? Nouvel ordre mondial. Merci beaucoup, Lamine. C'est vrai que c'est un triplé, en tout cas, une triptyque qui accepte, en tout cas, beaucoup de définitions. Donc, le nouvel ordre mondial, d'abord, elle a deux acceptions, en réalité. Allô? Oui, je vous écoute. Donc, on peut l'apercevoir sous l'angle des relations internationales. On peut aussi l'apercevoir sous l'angle, en tout cas, de ce qu'on appelle la théorie du complot, qui a été fomentée et créée par la CIA en réalité. C'est la CIA qui a créé ce concept pour pouvoir échapper au contrôle des populations. Mais la théorie du complot n'existe pas. Il y a des complots qui sont outils et il y a des personnes qui sont dans l'investigation, qui tentent de comprendre et de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, derrière les informations qui nous sont balancées. Donc, sous l'angle, en tout cas, du nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial, en tout cas, signifie cet ordre-là qui est renouvelé chaque 50 ans en principe. Le monde actuellement fonctionne d'une manière un peu bizarre et particulière. Pour rappel, je peux dire que à la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, les puissances du monde se concentraient en Europe en réalité. C'était l'Empire austro-hongrois, c'était l'Empire ottoman, où il y avait le califat musulman. C'était l'Empire britannique, parce que la Grande-Bretagne était un empire avec des colonies éparpillées sur l'ensemble des continents. C'était l'Empire français, c'était l'Empire, c'était l'Allemagne. En fait, c'était ça les puissances, en tout cas, du monde. Les États-Unis n'en faisaient pas partie. Donc, la Première Guerre mondiale a changé la donne du monde. En fait, la puissance a été transférée des mains des puissances européennes dans une glissade vers l'Amérique. Et ça s'est confirmé après la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la puissance en réalité du monde, c'était les États-Unis. Rappelez-vous du plan Marshall, rappelez-vous des accords de Bretton Woods, où l'hégémonie américaine a été imposée au monde entier avec l'étalon change dollar-or. Donc, la puissance avait changé de main. Il y avait un nouvel ordre du monde, un ordre dominé par les États-Unis, par le dollar. Donc, durant la guerre froide, l'ordre mondial était bipolaire en réalité. Les deux États qui donnaient un ordre dans le monde, qui gouvernaient le monde, c'était les États-Unis et leurs alliés, et la Russie, dans sa vision communiste en réalité. Près des années 90, à la fin de la guerre, avec la chute du mur de Berlin, l'ordre mondial a été encore reconsidéré. Nous sommes entrés dans une ère d'unipolarisation, avec les États-Unis comme un chef suprême, en tout cas, qui ne partage plus le leadership mondial avec la Russie. Donc, depuis 1990 jusqu'à maintenant, nous sommes dans cet ordre-là. Cet ordre-là est en train d'être revu. Géopolitiquement, en tout cas, beaucoup d'éléments sont là pour nous permettre de dire que cet ordre-là va basculer sous peu. Donc, on comprend que l'ordre ne dure pas plus de 50 ans, n'est-ce pas? Donc, entre 45 et 90, c'est presque 50 ans, c'est 45 ans. De 90, on dit que jusqu'à 2030, ce sera 50 ans. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'émergence de nouvelles puissances. On parle aujourd'hui des BRICS, des pays émergents, le Brésil, la Russie, donc l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais surtout, on est en train de parler d'un nouvel ordre aujourd'hui qui dépasse les États. On est en train de parler de ce qu'on appelle les acteurs transnationaux, les ATN. Donc, c'est des entreprises qui sont plus fortes que les États. On parle de Facebook aujourd'hui. À lui seul, il fait comme chiffre d'affaires le PIB de presque 150 pays dans le monde, présent dans plus de 160 pays. On parle de Google, on parle d'Amazon, on parle de Microsoft, on parle même d'autres puissances qui sont là-bas en Chine, comme les BATX, Beidou, Alibaba, etc. Donc aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de quitter la sphère des États pour aller vers des entreprises qui sont plus puissantes, plus fortes que des États et présentes dans presque
plus d'une centaine d'États. Mais justement, cet ordre mondial que les Américains ont voulu mettre en place, que Macron en a parlé, mais quelle est sa signification quand un président d'un pays pauvre comme le Sénégal, Macky Sall, en parle? Oui, Macky Sall, lui, c'est juste un valet. Vous savez, dans l'ordre mondial, les présidents comme Macron, Vous y allez fort quand même, c'est notre président de la République. Oui, c'est le président de la République du Sénégal, une république aujourd'hui qui est bâtie sur des bases, en tout cas, d'un État néocolonial qui ne s'assume pas, qui est sous couvert ou bien sous la tutelle de la France en réalité. Donc, le président de la République, quand il parle de nouvel ordre mondial, lui, il évoque un nouvel ordre mondial qui est satanique. Parce que l'ordre mondial, comme je l'ai dit tantôt, a une connotation en relation internationale qui montre quelle est la puissance, qui sont ceux qui sont puissants, qui sont ceux qui font la loi, qui sont ceux qui dirigent le monde. Cet ordre-là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ordre qu'on peut comprendre avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là qu'on comprend qui fait l'ordre dans le monde. Et celui qui fait le plus l'ordre dans le monde, quand on voit les quotas du FMI, quand on voit le leadership au niveau de la Banque mondiale, quand on voit ceux qui gèrent les Nations Unies, mais ce sont les États-Unis actuellement. Mais il y a un autre ordre mondial où la direction du monde n'est pas entre les mains de ces institutions-là qui sont juste, la paille. C'est juste une fumée, en fait, devant l'écran. Le véritable ordre est déterminé et dirigé par des lobbies qui sont invisibles. En Europe, on parle du groupe Bilderberg, qui se réunit chaque année et personne ne peut savoir de quoi il parle. C'est un groupe qui rassemble des rois, des princes, des anciens présidents, des plus grands hommes d'affaires de l'Europe et des États-Unis, en tout cas des pays de l'OCDE. C'est des décideurs en réalité. C'est des gens qui décident pour le monde. Et c'est cet ordre mondial-là que nous parlons. Nous évoquons cet ordre-là où des lobbies, que ce soit des think tanks, des groupes occultes, des sociétés secrètes, n'est-ce pas, se trouvent pour construire un nouveau monde en réalité. Et le président Macky Sall, quand il évoque le nouvel ordre mondial, étant entendu qu'il ne comprend pas, ou bien je ne vais pas dire qu'il ne comprend pas, qu'il n'est pas à cette décision-là, il ne fait que reprendre ce que ses tuteurs disent, parce que l'ordre mondial, Sarkozy en parlait. Tous les présidents en parlent. Ils disaient que l'ordre mondial est inéluctable, que personne ne pourra le manquer. Tous y seront. C'est un ordre mondial où le monde, en tout cas, a un agenda bien fixé. Cet ordre-là, je pense que c'est l'ordre qu'il faut parler, c'est l'ordre satanique. C'est un ordre dirigé par des lobbies aujourd'hui qui sont très puissants dans le monde. Je dirais trois qui sont aujourd'hui au cœur même des affaires dans le monde. C'est le lobby homosexuel qui est hyper puissant, aussi bien dans le cinéma, dans le milieu de l'art, dans le milieu politique et dans le milieu des affaires, et même dans le milieu du sport. C'est un lobby qui est hyper puissant parce qu'il a des tentacules un peu partout. Je parle aussi du lobby, je vais dire, sioniste, le lobby juif, hyper puissant dans le monde aujourd'hui, dirigeant de très grandes banques dans le monde, dirigeant de très grands médias un peu partout dans le monde, et dirigeant de beaucoup de présidents dans le monde. Donc c'est un lobby qui est presque intouchable, presque invisible, n'est-ce pas? Et pourtant, il détermine beaucoup de choses dans le monde entier. En fin de compte, je parle du troisième lobby, qui est aussi la pierre angulaire de ces deux premiers, c'est le lobby maçonnique en réalité. La franc-maçonnerie, à travers ses tentacules, à travers sa présence dans le monde entier, donc détient dans ses loges les plus grands dirigeants du monde actuel. Donc beaucoup de gouvernements sont composés de maçons. Dans beaucoup de parlements, tu verras des groupes où presque beaucoup de personnes appartiennent à ces loges-là. Donc dans les grandes institutions internationales, vous avez des maîtres maçons qui sont là-bas, qui roulent pour un agenda occulte que personne ne sait parce que la loge est éminemment secrète. Donc ces trois lobbies-là sont hyper puissants et c'est eux qui sont en train aujourd'hui de faire un nouvel ordre mondial. D'accord. Donc ce nouvel ordre-là, vraiment, il faut bien la comprendre parce qu'elle détermine beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de directives qui sont portées dans un peu partout du monde, et surtout dans les pays pauvres qui sont dépendants du Nord. Donc nous sommes totalement dans cet ordre mondial-là.
D'accord. En tout cas, je sens qu'après l'émission, je vais avoir énormément de coups de fil, comme d'habitude. Et là, aujourd'hui, ça va tripler parce que je vois que vous n'y allez pas donc de main morte. Et justement, on sent dans votre discours que vous luttez farouchement contre l'impérialisme. Et c'est tout à votre honneur, professeur. Mais lutter aujourd'hui aussi contre la mondialisation, est-ce judicieux? Donc, merci beaucoup, Lamine. C'est une question très, très pertinente. Je fais d'abord une distinction entre la mondialisation et le mondialisme. Le mondialisme est éminemment maçonnique, en fait. Il est sioniste. Le mondialisme est un courant politique qui essaye d'annuler, d'ignorer et d'éliminer l'ensemble des spécificités nationales, religieuses, culturelles. En fait, ce mondialisme-là est à combattre, parce que c'est ce mondialisme-là qui est en train de combattre aujourd'hui l'islam. C'est ce mondialisme-là qui a toujours nié une histoire même pour les Africains. Donc le mondialisme, je pense que Pierre Hillard a fait un très grand travail sur le mondialisme dans son livre intitulé Archives du mondialisme, n'est-ce pas? Donc il montre comment ce mondialisme-là a combattu l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, moi je dis que ce mondialisme combat l'islam. Donc le mondialisme, je suis farouchement opposé à ce concept-là qui nie nos identités pour construire un village planétaire, parce qu'ils veulent une société mondiale unique, n'est-ce pas? Ils pensent que dans leur logique à eux, ils pensent que les nations, les religions et les cultures sont des entraves à la construction d'un monde unipolaire. Chaque fois que les gens se sentiront plus loin les uns que les autres, ils disent que c'est pas bon. Donc, il faut construire un monde qui est un village où tout le monde parle le même langage. Les gens ont les mêmes convictions et les mêmes croyances. Et donc, c'est un citoyen du monde entier qui marche. Ce mondialisme-là est à combattre. La mondialisation, par contre, est un courant qui essaie juste de mettre en relation le monde entier en respectant les spécificités, les individualités, voilà, et les réalités propres à chaque terroir. Cette mondialisation-là, on ne peut pas ne pas y souscrire. Parce qu'aujourd'hui, l'autarcie, vivre en autarcie devient impossible dans le monde. On ne peut pas vivre seul, éloigné ou séparé de tous. Donc, nous sommes dans le monde, nous interagissons avec tous ceux qui sont dans le monde, n'est-ce pas? Nous, musulmans, le Coran qui nous dit que Dieu a créé les peuples et les tribus pour que nous nous connaissons. Dieu utilise bien le mot l'ita'arafun. En fait, on doit se connaître. On doit échanger, n'est-ce pas? Donc la mondialisation n'est pas un problème en soi. Mais les lobbies derrière cette mondialisation-là qui tentent d'en faire un mondialisme sont le grand problème. Et sur cela, nous avons une vision vraiment claire là-dessus. Nous comprenons ceux qui veulent détruire en tout cas ce que nous avons nous de plus cher. Je le disais tantôt à un ami, je disais que bon, en Occident aujourd'hui, le fait d'être un noir et un musulman constitue un double délit. C'est comme nous sommes, voilà, c'est comme l'Occident aujourd'hui est en croisade totale contre les musulmans, de primo. Secondo, l'Occident ne reconnaît pas les étrangers en réalité. C'est un peuple qui est habitué à un paternalisme extraordinaire, à un nombrilisme surdimensionné. C'est un peuple qui se croit le nombril du monde. Donc, ce mondialisme-là est abject parce que ce mondialisme traduit juste une occidentalisation du monde. En fait, on veut construire un monde à l'occidental. Justement, vous me permettez de revenir sur Macron, justement, qui disait que, parce que là, vous parlez de l'islam, le président Macron nous dit que l'islam est en crise. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux musulmans, justement, de régler ce problème aussi? Oui, Macron a un langage qui est vraiment, je vais dire, programmé. Macron, c'est un soldat. C'est un soldat envoyé par qui? Envoyé par ces lobbies-là, justement. Le lobby homosexuel, le lobby sioniste et le lobby maçonnique. Donc Macron, voilà, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Je parlais de André, je parlais de beaucoup d'autres qui ont travaillé pour montrer les origines, en tout cas les accointances de Macron avec le sionisme. Macron déjà est passé à la banque Rothschild. Donc c'est des réalités qui sont connues par les chercheurs. Macron avec le lobby homosexuel, vraiment, on en sait quelque chose. Il appartient à ce lobby même réellement. C'est un homosexuel. Donc Macron, quand il parle pour... Et vous avez la preuve de ce que vous avancez? Mais oui, bien sûr. Si on ne l'avait pas, on n'aurait jamais avancé. Donc Macron, quand il parle pour ses chefs en réalité. Macron est envoyé en croisade
contre l'islam. Donc, quand il parle, et il ne reculera pas. J'entends des gens dire que oui, on va mettre la pression. Macron ne reculera pas parce qu'il a juste été envoyé. Maintenant, si je reviens sur ses propos, quand il dit que l'islam est en crise, je dis que non, au contraire. Macron est en train de manipuler l'opinion en réalité. La crise réelle, c'est l'Occident qui est en crise. L'Occident est en double crise en réalité. L'Occident a une crise politique et économique, aujourd'hui qu'on voit et qu'on perçoit dans l'ensemble de ses rapports avec le reste du monde. Économiquement, l'Occident a adopté un régime qu'on appelle le libéralisme, un régime qui est construit sur des crises successives, des crises qu'il faut avoir pour maintenir le système. On se rappelle, depuis la crise des années 30 jusqu'à maintenant, chaque 10 ans au moins, ou 12 ans maximum, l'Occident crée une crise pour se réajuster. Donc l'Occident aussi est en crise politique. Dans les plus grandes démocraties européennes, on voit bien qu'il commence à avoir l'avènement d'un pouvoir qui se réclame horizontaliste. Les gens ne veulent plus de partis politiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et partout. Des gens parviennent à gagner des élections présidentielles sans un appareil politique élaboré. Donc l'Occident est en crise extraordinaire dans tous les pays européens. Il y a des grèves. En France, chez Macron lui-même, il y avait les gilets jaunes. Donc cette crise-là, elle veut la régler avec l'islam. L'islam, par contre, n'a jamais été en crise. L'islam est une religion qui est atemporelle, une religion qui détient les solutions du monde entier. C'est une religion qui vient digne de louange de quelqu'un qui est sage, qui s'appelle Allah. Donc cette religion-là nous donne des directives et un moyen de vivre du berceau au tombeau. N'est-ce pas? L'islam n'est pas en crise. Par contre, je dirais que les musulmans sont en crise. Et ça, Macron ne le dit pas parce que Macron n'a pas de problème avec les musulmans. Macron veut annihiler l'islam en réalité. Pourquoi dites-vous que les musulmans sont en crise? Oui, vous savez, les musulmans ont reçu l'injonction du Seigneur de s'unir. Dieu nous intime l'ordre dans le Coran. Il dit, Ola tafarraqu, ne vous séparez pas. Les musulmans se sont séparés. Ils n'ont plus une autorité. Les musulmans n'ont pas une autorité aujourd'hui dans le monde. La khilafa, ce qu'on appelle le califat a été supprimé avec l'Empire ottoman. C'était d'ailleurs même l'objectif de la Première Guerre mondiale. On voulait, à travers le plan sioniste, éliminer le califat pour avoir accès sur les terres saintes qui étaient sous la direction de l'Empire ottoman. Donc on a attaqué l'Empire ottoman pendant qu'il était un peu faible. On l'a démantelé. On a pris possession de ces territoires-là qui intéressaient le sionisme depuis les écritures de Théodore Herzl dans le 19e siècle. Donc, les musulmans sont séparés, primo. Secondo, les musulmans ne se réfèrent plus à ce que leur Seigneur leur commande. Nous, dans le Coran, Dieu nous a donné un modèle politico-économique accompli. C'est extrêmement grave et dangereux quand les musulmans ne veulent plus se référer à la religion, quand les musulmans se proclament laïcs. Donc, préférant prendre la législation élaborée par des hommes comme nous, que ce soit Rousseau, que ce soit Diderot, que ce soit tous ces hommes politiques-là, sont des humains qui sont faillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Ils ont mis en place des systèmes politiques et économiques, des systèmes politiques ou juridiques qui sont discutables, qui peuvent s'adapter, qui peuvent qui peuvent se refroidir, qui peuvent créer des problèmes. Mais nous, Dieu, qui connaît le temps, qui connaît l'alpha et l'oméga de l'homme, qui connaît le futur et le passé, Dieu nous a donné une législation qui est capable de tenir quel que soit le temps et quelle que soit l'époque. Les musulmans aujourd'hui ont tourné le dos à cette prescription divine-là. Ça aussi, c'est une crise. La troisième, c'est une crise de connaissance en réalité. Les musulmans se sont éloignés de la science et de la connaissance. Pourtant, au début de l'islam, surtout avec l'âge d'or de l'islam, avec Bagdad et tout, les musulmans étaient d'éminents scientifiques. C'était de grands astronomes. C'était des mathématiciens hors pair. Il y a beaucoup d'inventions aujourd'hui que le monde moderne réclame. C'est des inventions qui nous viennent du monde musulman en réalité. Ils ont même changé le nom de ces musulmans-là pour avoir une connotation européenne tellement qu'ils ne veulent pas que la science soit orientale. Les Avicenne, les Averroès, tous ces noms-là, c'est des noms d'arabes en réalité. C'est des musulmans qui étaient éminemment enfoncés dans la loi et dans la recherche. C'est Avicenne. Avicenne, c'était Ibn Sina. Averroès, c'est Ibn Rushdi. C'est des gens qui étaient des théologiens en réalité, qui à la lumière du Coran, énonçaient des principes scientifiques et techniques pour faire avancer l'humanité. Donc les musulmans se sont détachés et se sont éloignés de la connaissance en se repliant sur juste la théologie. Et enfin, aujourd'hui les musulmans n'ont pas un leadership éclairé.
Aujourd'hui, l'islam, c'est une somme de tariqa qu'on appelle des voies, les voies soufis. Pour les voies soufis, pour la majorité des voies soufis aujourd'hui, ils ont trahi l'essence de leur fondateur. Aujourd'hui, c'est des voies qui sont juste axées sur un héritage, je vais dire, filial, n'est-ce pas? On est un maître parce que mon grand-père était un maître, ce qui est absurde à la limite. Donc, on connaît bien des personnes qui ont été des pilotes d'avion. Ça ne fait pas de leur petit-fils des pilotes d'avion. On connaît des gens qui ont leur grand-père qui étaient des médecins, les premiers médecins d'Afrique. Ça ne fait pas de leur petit-fils des médecins capables de soigner. Donc aujourd'hui, dans le monde entier, on conçoit qu'une personne est un maître spirituel, soufi, parce que son grand-père était un maître spirituel soufi. Ça ne s'est jamais passé ainsi dans les premiers siècles de l'islam. Donc ces crises-là sont des crises qui sont imputables aux musulmans. Ils sont imputables au rapport des musulmans par rapport à l'islam, n'est-ce pas? Mais l'islam n'a jamais été et ne peut être jamais en crise parce que l'islam émane d'un digne de louange de quelqu'un qui est sage, qui s'appelle Allah en l'occurrence. Donc, les musulmans doivent se ressaisir, en tout cas. Ils seront combattus par ces trois lobbies que je viens de mentionner. Le lobby homosexuel a un problème total avec l'islam parce que dans tous les pays où l'homosexualité est interdite, où il y a des peines de mort à l'homosexualité, il y a l'islam. D'accord. C'est l'islam qui veut évincer et éradiquer l'homosexualité dans le monde aujourd'hui. Bon. Le sunnisme a un problème avec l'islam parce que la question palestinienne, la question de Jérusalem est au cœur en tout cas d'une problématique beaucoup plus dense que même des musulmans ne comprennent pas. C'est une réalité eschatologique, mais elle aussi c'est une réalité géostratégique et géopolitique. Parce que Jérusalem sera au cœur des relations internationales dans ce siècle-là. Et Jérusalem, je vais dire, est un conflit ouvert entre musulmans et sionistes. Mais en même temps, la maçonnerie, la franc-maçonnerie est en croisade uniquement contre l'islam aujourd'hui, parce qu'elle a déjà terrassé le christianisme. Rappelez-vous la Révolution française en 1789, elle a été conduite par les francs-maçons pour détruire l'Église et pour détruire la monarchie française. Donc elle a réussi, à travers des siècles, à dompter l'Église jusqu'à créer un Vatican II. L'Église s'est dépouillée de son essence en réalité. L'ensemble des lois ont été revues à la baisse pour satisfaire des fidèles qui ne sont plus dans les dispositions de croire aveuglément. Cette Église-là, aujourd'hui, chaotée, donc la franc-maçonnerie s'est tournée vers l'islam, qui devient un dernier rempart, en tout cas, des religions monothéistes. En donc tout cas, l'islam... Oui. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup, cher Oumar Diagne, pour ces développements. Je rappelle donc à tous nos auditeurs que nous sommes avec le professeur Cheikh Oumar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité, un expert financier et spécialiste en finance islamique. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je prendrai peut-être 2 ou 3. Donc, si vous le permettez, je sais que nous sommes écoutés partout à travers le monde sur www.radiogalère.org. On est écouté au Sénégal. Pape Sek depuis Saint-Louis, donc qui est en direct. Donc, on essaiera aussi de voir s'il peut rentrer. Mais j'ai une question donc d'un de nos chroniqueurs sur Radio Galère qui se trouve du côté de Toulon. Il est là. Medoune Diène. Allô? salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Medoune. Waaleykum salaam. Lamine na ngeen def. kilifa gi Diagne maa ngi lay nuyu yow sama nijaay nga parce que sama yaay Diagne la sant et puis je salue ce courage. Bon tam ma bokk ci man tam sama yaay Diagne la sant. waaw donc tu vois ñoo ko bokk. waaw voilà donc ma bokk ci ñi nga xam ne quelquefois dañ lay suivre. donc mu amoon temps yi benn wax bu jug ma bëggoon nga édifier sénégalais yi par rapport ak sa raisonnement bi nga xam ne moom ngay tenir. yow naka nga mën a juger 2 questions la dama la koy jox après bàyyi la parce que xam naa am na ñu neen ñu bëgg a dugg. c'est-à-dire dafa am wax bu jug parce que dafa am doomu sénégalais boo xam ne dafa jug nee na dafa am alal dafa liggéey dafa bëgg a ñëw dafa bëgg a développer Sénégal. donc muy Akon ñu dégg benn ville Akon City. sauf que ñun xam nga duñu ay dof julduwuñu démb et puis dara yóbbuwuñu parce que dara mënuñu yëngal. donc ñu am ci benn analyse ma bëggoon ci sa jàngat pour ñi nga xam ne que ni ils ne sont pas au fait de certaines subtilités. ma bëggoon la laaj aussi deuxième question parce que yow da nga terroriser la SAILA la société anonyme comprendre nga naka nga ko tuddeeti sax la société anonyme irresponsabilité voilà. Irresponsabilité illimitée. ma bëggoon aussi par bifurcation nga wax ñu ban place la ci Sénégal am pour gën a mën a wan nit ñi que tey ñi nga xam ne dañuy jiite parce que c'est vrai quand vous dites que Macky Sall est valet neexul ci nopp
mais malheureusement la réalité veut que su fekkee ne da nga gis nen da nga naan nen mu ngi nii ma bëggoon rek ci ñaari point yooyu de manière très théorique ni ma la xamee de manière pratique nga expliquer nit ñi comme ça nit ñi aussi mën a gëstu mën a dem xool yow yaay kan ak ban xeex ngay xeex ak naka nga koy xeexee à partir du Sénégal te ba tey jii woow dikk woowagu la kenn woowagu la te ñaanaluma la ko yàlla voilà merci machallah jërëjëf Medoune. Merci beaucoup sëñ Medoune jërëjëf. Ce sont des questions très pertinentes. Concernant la première muy Akon City. Akon City dafa am juste 4 points yoo xam ne moo nekkoon le début de mon analyse la commencé woon xalaat ci Akon. La première c'est une ville intelligente la Akon bëgg tabax sur benn superficie de presque 2000 hectares. En fait on a fait des investigations pour voir comment et combien coûte une ville intelligente, surtout avec les tours, avec l'ensemble des infrastructures, parce que ce n'est pas une maison. Donc, on connaît bien le projet Neom, on connaît d'autres projets qui ont été portés par de jeunes milliardaires. Bon, d'abord, il s'est trouvé que Akon n'est pas un milliardaire en dollars. Donc, Akon, sa fortune tourne autour de 100 millions de dollars. Donc, c'est un milliardaire en CFA, mais pas en dollars. Le projet de cette ville-là, dans les papiers, tourne autour de 18 milliards, ce qui est déjà même fou. Ce projet-là va coûter plus de 50 milliards, en tout cas, de dollars, je dis, de dollars. Donc, ce projet-là est au-delà des dispositions et des capacités de Akon. Donc, logiquement, donc, on doit se poser une seule question. Qui sont les partenaires de Akon? Qui sont derrière Akon? C'est cette investigation-là qu'on a menée pour voir. Et derrière Akon, on a vu des gens qui sont très louches, des gens qui sont vraiment très ténébreux. C'est des gens qui sont soit des acteurs de l'industrie, entertainment, l'industrie musicale et cinématographique. Cette industrie-là, aux États-Unis, on la connaît. C'est une industrie qui est tenue par des Illuminati. Donc, Mark Dice avait fait un livre sur cela pour montrer comment les Illuminati maîtrisent cette industrie-là. Donc, c'est une industrie aujourd'hui qui est à la solde des Illuminati et surtout des homosexuels, avec l'association ou bien l'organisation qu'on appelle GLAAD, n'est-ce pas, qui travaille même sur la reformulation ou bien le changement de la conscience collective mondiale en réalité. Donc, au-delà de ces gens-là, on a regardé le projet. Mais le projet sera construit par des entreprises étrangères. C'est KE International qui va charger de construire le site. Et donc n'est pas là pour aider le Sénégal en réalité. Donc, quand on prend des entreprises étrangères pour l'immobilier, quand on prend des entreprises étrangères pour le design, quand on parle même des entreprises arabes même, pour tout ce qui touche le projet, il n'y aura aucune entreprise sénégalaise qui va travailler dans le projet. Donc, je me dis, quel Sénégalais est qu'on est en train d'aider, n'est-ce pas? La ville exposée et montrée par Akon, c'est une ville qui sera au-delà des capacités du Sénégalais moyen en réalité. Aucun Sénégalais moyen ne pourra disposer d'un appartement dans Akon City, n'est-ce pas? Donc, Akon City n'est pas fait pour des Sénégalais. En fait, c'est un État dans l'État. Comme disait Sophie Cognard, là-bas en France, qui est aussi maçonnologue, qui travaille beaucoup dans la maçonnerie. Au-delà de cela, dans Akon City, il n'y a même pas de mosquée, ni d'église, dans toutes les maquettes présentées par Akon. C'est une monnaie souveraine qui sera utilisée par cette ville-là, un Acoin, une crypto-monnaie qui sera détachée du contrôle gouvernemental, du contrôle de l'État. Je vais vous dire une chose ici. Akon, il y a derrière lui de grands truands et de grands bandits comme Bill Gates. Même Bill Gates est actionnaire, a mis des sous dans Akon City. Bill Gates, on la connaît pour ses projets machiavéliques. On la connaît pour ses projets bidons qui... Bill Gates tue le monde, en fait. Bill Gates n'est pas un philanthrope. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bill Gates se nourrit, en fait, de l'humanité. Mais il n'a jamais aidé personne. Donc, entre autres, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des vidéos qu'on a faites dans ce sujet-là, beaucoup plus élaborées et beaucoup plus détaillées. Je vous conseille d'aller le voir peut-être sur YouTube, c'est possible, pour ne pas un peu utiliser tout le temps d'antenne par rapport à cette problématique-là qui est déjà claire. Akon ne travaille pas pour le Sénégal. Akon, dans son histoire, Akon n'a jamais rien fait pour le Sénégal. Akon ne fait pas partie des fils du Sénégal qui aiment ce pays-là. Donc, Akon n'a jamais rien fait pour le Sénégal. Mais contrairement aux autres comme... Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, des jeunes comme Akon, il y en a beaucoup, des jeunes Sénégalais qui sont partis dans le monde entier pour essayer justement de s'en sortir et de venir investir au pays. Est-ce que vous n'êtes pas en train tout simplement de faire de telle sorte qu'on va continuer à être mondialisé et non à être des acteurs de la mondialisation? C'est un peu trop quand même, non? Vous savez, Lamine, moi je ne fais pas la distinction entre un prédateur noir et un prédateur blanc. Un prédateur est juste un prédateur.
C'est pas parce que le loup va prendre des atours de mouton que je ne vais pas avoir peur de ce loup-là et je vais le laisser perdre dans le troupeau. Et quand derrière lui, il y a une horde de personnes maléfiques, n'est-ce pas? J'ai fait une description de l'ensemble de ses associés. Donc, c'est disponible sur YouTube. Chacun d'eux est connu dans son domaine. Ce ne sont pas des enfants de cœur en réalité. C'est ces gens-là qui détiennent et qui possèdent Akon City. Akon n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un prénom parce qu'il est sénégalais. N'est-ce pas? On a opté sur lui parce que c'est un Sénégalais. Mais Akon n'est pas propriétaire de ce projet. Et ce projet-là est sous le label de personnes qui n'ont ni foi ni loi en réalité. Donc moi, je ne crois pas qu'Akon veut faire quelque chose de bien pour le Sénégal, sincèrement. Gorgui Sy Dieng, par exemple, je peux donner l'exemple de Gorgui Sy Dieng, qui est basketteur. Gorgui Sy Dieng est quelqu'un qui est utile pour le Sénégal. C'est quelqu'un qui veut aider le pays. Et sans tambour ni trompette, n'est-ce pas? Mais Akon ne fait pas de ces gens-là. Akon, même pour même une petite, même un peu d'eau, même Akon est quelqu'un qui est très près de ses sous. Akon n'est pas quelqu'un qui aide les gens, hein, sincèrement. Bon. Ça va. En tout cas, on peut rajouter à cette liste aussi quand même Sadio Mané qui fait beaucoup aussi pour le Sénégal. Effectivement, Sadio Mané aussi est un des enfants en tout cas du Sénégal, où le Sénégal en tout cas rend fierté. Nous sommes très fiers de lui. Et ils sont nombreux, hein. Ceux-là sont publics, sont connus. Mais dans la diaspora, beaucoup de Sénégalais qui sont très utiles au Sénégal, qui entretiennent le Sénégal, qui aident des Sénégalais, qui font de petits projets en recrutant des Sénégalais. Tout cela, ce sont des manières, en tout cas, de rendre hommage au Sénégal et d'aider le Sénégal. D'accord. Donc, je dis bravo déjà à tous ceux qui sont dans cette diaspora-là, ceux qui sont peu connus, ceux qui sont mal connus, ceux qui sont très connus. Ils sont tous de dignes fils de ce pays. Qu'Allah les garde et qu'Allah les... Amin, amin. Et avant de venir sur la deuxième question donc, de Medoun, j'en profite aussi parce que nous avons énormément de Modou qui nous écoutent. Donc, mention spéciale à tous ces Modou de l'Espagne, de la France, d'Italie, etc. Grâce à vous, le Sénégal fait rentrer plus de 2,5 milliards de francs CFA par jour. Plus que l'aide publique au développement, Biga est tympanisé du matin au soir avec la Banque mondiale ou le FMI. En tout cas, jërëjëf yéen Modou yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Maintenant, je vous laisse enchaîner sur la deuxième. Fatou, oui, Modou, mais au grand terme du mot. Machallah. Ouais. Donc, par rapport à sa deuxième question, Seigne Medoun, vraiment, il me suit. Donc, il est terrible, Seigne Medoun. Nous pensons qu'il y a des républiques qu'on appelle des républiques privées. Le Sénégal en fait partie. Ce sont des républiques qui n'appartiennent pas à ses fils en réalité. Nous, ici au Sénégal, je donne l'exemple du Sénégal, 75% de l'économie est entre les mains d'étrangers en réalité. En fait, rien n'appartient ici aux Sénégalais, à part nos maisons, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, le Sénégal est entre les mains de la France, qui est l'actionnaire majoritaire. Mais ce n'est pas seulement de la France. Il y a d'autres puissances qui sont là au Sénégal, qui détiennent des banques, des entreprises, qui détiennent notre port, qui détiennent des facilités et des droits dans nos aéroports, n'est-ce pas, qui détiennent des droits sur l'ensemble de nos ressources qui sont dans le sol et le sous-sol, n'est-ce pas. Ils ont la priorité et la prééminence sur l'octroi de tout ce qui est contrat, qui touche des ressources stratégiques comme le gaz ou le pétrole, le zircon, l'or, etc. On a de l'or qui ne nous bénéficie pas. L'or est directement exporté après exploitation, directement en Suisse ou bien au Qatar, etc. Pour dire que c'est pour cela que j'avais nommé le Sénégal comme étant une société anonyme, parce que les gens ne savent pas à qui appartient réellement ce pays-là, mais à irresponsabilité illimitée. Parce que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, et absolument rien. Voilà, il n'y a pas de sanction. Ce pays-là n'a pas une culture de sanction, une culture de récompense ou bien une culture de reddition. Donc chacun fait ce qu'il veut et il peut fouler le sol sénégalais en toute tranquillité. Sans rien. On parle il n'y a pas longtemps de Franck Timis, ce grand voyou-là. Ce voyou-là a été aussi enrichi par le président Macky Sall, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le seul. Tous les grands voyous qui sont connus et fichés dans le monde entier ont reçu ou bénéficié de contrats spéciaux avec le président Macky Sall pour s'enrichir ici au Sénégal. Donc vraiment, c'est une SA2I. Une SA2I. Le Sénégal fait partie de ces sociétés anonymes-là à irresponsabilité illimitée. Bon. Ben, en tout cas, donc, je continue sur justement la liberté d'expression. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde la France, on peut avoir une définition. Donc, Richard, il y a quelqu'un en ligne?
Voilà, donc, cher Omar, comme c'est les auditeurs qui sont les rois, donc je prends le deuxième auditeur avant de vous poser la question. D'accord, il n'y a aucun problème. On y va. Allô? Allô, Lamine, bonjour Lamine, c'est Momar Sokhna Diop. Ah, ça c'est professeur contre professeur. Non, je suis en vacances. Ah, tu es en vacances, professeur. Voilà. Hein? Donc, ça fait plaisir d'avoir notre professeur en économie face à notre expert financier. Voilà, on vous écoute. Ouais, bonjour Lamine, bonjour aussi cher Omar Diagne. Hein? Bonjour. Ouais, heureux de faire votre connaissance parce que je ne vous connaissais pas du tout. Hein? Donc, moi, je rebondis sur une globalité. Parce que vous avez dit quand même qu'il y a un nouvel ordre mondial. Je pense que votre lecture est claire. Hein? Elle est claire. Elle est soutenue par une argumentation, en plus surtout par un support écrit. Ça me rassure parce que celui qui veut contester ou avoir son opinion, il peut aller visiter ce que vous avez produit. Et puis voilà, le débat est ouvert. Mais man, ça vous fait penser à une chose, et je vous pose la question après, parce que je me rappelle, en 1986, Cheikh Anta Diop, c'était un an, avant sa mort, mais Cheikh Anta nous faisait part de ce nouvel ordre mondial qui se dessinait. Et il recommandait, en tout cas, il mettait en garde la nouvelle génération, nous et puis nos frères, sur cette nécessité de s'organiser effectivement pour faire face à ce nouvel ordre mondial. Donc moi, la question que je pose, au regard en tout cas de la dégradation à laquelle se trouvent les pays africains à tous les niveaux, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème des migrations, le problème de la démocratie qui a quand même reculé depuis 1986. Hein. Donc je me dis, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espace des possibles, comme disait Pierre Bourdieu, est-ce qu'aujourd'hui il y a un espoir pour les États africains en tout cas de retrouver une place décente dans ce nouvel ordre mondial? C'est la question que j'aimerais bien avoir votre avis. Quoi. Effectivement, machallah. C'est une question très pertinente. Merci beaucoup, cher professeur. Donc, merci beaucoup, professeur. Voilà. Donc, je vais dire que, et vous avez fondamentalement raison, je trouve que les États africains, effectivement, ont une grande chance. Mais cette chance-là demande beaucoup de courage. Ça demande du courage, ça demande beaucoup d'abnégation et des sacrifices en réalité. Donc, aujourd'hui, il y a une arnaque dans laquelle on a placé ces pays africains-là. Cette arnaque-là s'appelle la mondialisation, avec des standards qui sont occidentaux, des normes qui sont occidentales, une réalité qui est tout autre, parce que nous ne partageons pas la même réalité que les pays occidentaux. Nous avons notre réalité sociologique, nous avons nos réalités historiques, nous avons notre réalité culturelle, et toutes ces réalités-là vont avoir un grand impact dans l'élaboration des politiques publiques capables de tirer ces pays-là du bas vers le haut. Aujourd'hui, tant qu'on va s'inscrire dans ce grand rattrapage-là décrété par l'Occident, nous n'aurons aucune chance de jouer un quelconque rôle dans le nouvel ordre mondial. Mais lorsque nous allons accepter de nous déconnecter de ce grand, je vais dire, de ce vrai faux combat-là que l'Occident nous a inscrit, pour nous assumer, peut-être qu'on aura une chance de pouvoir nous exprimer au Forum des Nations. Aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique, en termes de population et de territoire, l'Afrique pèse dans le monde. En termes de ressources contenues dans le sol africain, l'Afrique pèse dans le monde. Mais en matière de décision et de prise de décision dans le monde, l'Afrique ne pèse pas. L'Afrique n'a pas voix au chapitre en réalité. Donc ceci exige donc que l'Afrique, déjà, on a un cadre juridique. Je peux parler du traité d'Abuja de 1991. Ce traité-là, déjà, formulé une réalité africaine avec la monnaie unique africaine qui était en jeu, n'est-ce pas? Cheikh Anta, dans sa vision, disait que la monnaie unique africaine n'est pas la solution. Il nous faut aller vers un État fédéral africain qui va rassembler les 54 pays du continent avec une seule monnaie unique, avec un gouvernement unique, avec des politiques publiques assez appropriées, en tout cas, au terroir, aux zones géographiques, pour pouvoir tirer l'Afrique du sous-développement vers la prospérité même. Moi, je ne parle pas de développement, parce que le développement est un concept créé aujourd'hui. La France est un pays développé, elle a beaucoup de problèmes. La Belgique, l'Italie, tous ces pays-là sont des pays développés, mais ils ont bien plus de problèmes que nous-mêmes. Donc nous visons la prospérité. Mais pour ce faire, cher professeur, il nous faudra aujourd'hui nous inscrire dans la mouvance actuelle mondiale. Aujourd'hui, la mouvance, ce n'est même plus le pays. J'en parlais tantôt à notre début, à notre introduction. Aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de glisser, est en train de rejoindre ce qu'on appelle des acteurs transnationaux, les ATN.
n'est-ce pas? On a aux États-Unis les GAFA, le groupe GAFA, qui sont bien connus, les GAFAM, même quand on ajoute Microsoft. La Chine a reproduit exactement ce même modèle-là pour faire face à l'hégémonie américaine en vue dans ce siècle-là, avec les BATX, n'est-ce pas? Il y a de grands groupes comme les Natu, n'est-ce pas? Natu comme Netflix, n'est-ce pas? Comme Airbnb, comme Tesla, comme Uber. Aujourd'hui, on a les entreprises transnationaux qui font des chiffres d'affaires de plus de 100 pays en termes de PIB. Ces entreprises-là vont avoir le dernier mot dans ce siècle-là. Et actuellement, en Afrique, nous n'avons pas préparé des champions. Donc, nous allons encore subir dans ce 21e siècle-là parce que nous serons absents de ce théâtre, je vais dire, ce théâtre géopolitique. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a bel et bien des chances, mais il va falloir une initiative très engagée, très osée, une déconnexion obligatoire avec les pratiques, les règles et les normes de l'Occident qui sont juste là pour nous faire perdre du temps et surtout investir à rendre fort notre privé national avec l'industrialisation. Dans ce cas-là, nous aurons réellement des chances. D'accord. Donc, j'espère que professeur Momar Sokhna Diop, ça a été très clair. Justement, donc je reviens sur la liberté d'expression. Et aujourd'hui, en France, on est tenté de dire que la définition de la liberté d'expression est à géométrie variable. Le président Macron dit « nous ne renoncerons pas aux caricatures ». Et aujourd'hui, on a vu que même, je crois que c'est un prêtre qui est à Toulouse, qui dit qu'à un moment donné, il va falloir arrêter les caricatures. Que pensez-vous justement de cette manière aujourd'hui de parler de liberté d'expression en France? Oui, la France ne croit pas à la liberté d'expression. Ça, c'est un fait historique. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Nous, si, la France n'y croit pas. La France n'y adhère pas en réalité. Vous savez, la liberté d'expression, il faut l'inscrire dans sa réalité philosophique en réalité. En fait, toutes choses, aussi bien politiques que des réalités économiques, ont un cadre philosophique et des fondements idéologiques qui la sous-tendent en réalité. Donc la liberté d'expression aujourd'hui, qui semble si consubstantielle à la République française, tire ses origines en tout cas de cette approche-là libertaire ou bien même libérale du monde aujourd'hui, de l'Occident, n'est-ce pas? Donc en France, les tenants de ce combat-là, en fait, ce sont des francs-maçons en réalité. C'était eux qui étaient à la base de la Révolution française. Les Danton, les Robespierre, tous ces gens-là étaient des maçons en réalité. C'est eux qui ont vraiment vu que l'Église était trop présente dans la République, en fait, dans la monarchie avant la Révolution, et que le roi pesait trop. Il y avait une aristocratie qui était là, qui voulait s'impliquer et s'intégrer dans la gestion du pouvoir. C'est eux qui ont formé cette révolution en 1789. La liberté d'expression n'était pas aussi réelle parce que beaucoup de gens n'avaient même pas droit au chapitre. On a mis en place la Première République depuis 1792. La République n'a pas tenu longtemps. Elle a duré 7 ans. On est retourné à l'Empire. En 1848, on est revenu sur la Deuxième République. La République n'a pas duré 4 ans. Donc, elle a été aussi mordée, n'est-ce pas? La Troisième République est venue avec les plus grands maçons de la France, les Jules Ferry, etc. N'est-ce pas? Donc, la liberté d'expression, en tout temps, ne visait en ce moment-là que l'Église catholique en réalité. On voulait déchristianiser la France. Rappelez-vous qu'en 1789, la France était constituée à plus de 95% de chrétiens et 5% d'autres confessions. Aujourd'hui, actuellement, je peux vous citer le rapport Montaigne, qui dit que la France aujourd'hui est composée à plus de 65% de gens qui n'ont pas de religion. C'est des gens qui sont athées, des gens sans religion en France. Aujourd'hui, il n'y a que 35% des Français qui adhèrent à des religions. Le christianisme en premier, après l'islam, après le judaïsme et les autres petites confessions d'origine orientale. Donc, la liberté d'expression en France visait un combat contre l'Église. Et ce qui corrobore ce fait-là, c'est la loi de séparation en 1905. Cette loi-là ne visait pas en réalité ce qu'on est en train de lui faire dire aujourd'hui. La loi de 1905, qui est communément appelée la loi de séparation, qu'on appelle même la laïcité, c'est le principe de la laïcité. Dans cette loi-là, vous ne verrez pas le mot laïcité même dans cette loi. Dans l'exposé des motifs de Le Briand, vous verrez que ce qui a été voulu, l'esprit de la loi, diffère aujourd'hui de ce que les officiels français sont en train de dire. L'esprit ne visait que, je vais dire, une liberté à tous de pouvoir porter ce qu'ils veulent.
de pouvoir être de confession qu'ils veulent, sans une obligation de l'État à assister les gens sur un point de vue religieux. Aujourd'hui, la liberté d'expression en France, vous n'avez pas le droit de critiquer les juifs. Dieudonné en sait quelque chose. Quand aujourd'hui vous critiquez ou bien vous caricaturez les juifs, on vous traite d'antisémites. Vous êtes raillé de l'espace public. La liberté d'expression aujourd'hui donc touche les musulmans et les chrétiens. Parce que le christianisme a été vaincu par ceux qui sont en train aujourd'hui de combattre toutes les religions, les maçons en l'occurrence. Actuellement, l'islam est l'adversaire qu'il faut abattre. Mais le judaïsme est au cœur de ce nouvel ordre mondial-là parce qu'ils sont en train de préparer la Pax Judaïca, qui est la puissance d'Israël montante, n'est-ce pas? Donc en France, il n'a jamais eu de liberté d'expression en réalité, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu. Donc la France n'a jamais respecté ses propres devises et principes qui sont dans sa République en fait. La France réclame un pays où la fraternité est un principe. Bon. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Richard, tu m'as dit qu'il y a un auditeur? Bon, on va prendre le dernier auditeur, s'il vous plaît. N'appelez plus, voilà, parce qu'on est arrivé pratiquement au terme de l'émission. Et puis aussi, il y a Papsek qui attend depuis le Sénégal. Voilà, donc Richard, on va avec notre auditeur. Allô? Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour, Elhaj Moussa. Comment allez-vous? Ça va, tranquille. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et j'écoute aussi votre invité. Que j'avais rencontré à Dakar comme ça, chez mon cousin Toumani à la SICAP Sacré-Cœur. On a eu une demi-heure de discussion. Machallah, effectivement. J'ai eu à le côtoyer à Dakar et on a discuté de pas mal de choses. D'accord. C'est une personnalité très intéressante qu'on suit et qui dénonce beaucoup de choses. Voilà la question que je lui pose. Est-ce que dénoncer suffit pour changer la donne dans notre pays? Moi, en tant que Sénégalais de l'extérieur, je suis venu, je me suis soulevé, je me suis battu pour la diaspora. Et j'étais là sur le plateau de télé pour dénoncer, tu vois, les injustices que la diaspora sénégalaise a subies sur la cherté des billets d'avion, sur la non-assistance des Sénégalais de la diaspora, sur les 12 milliards qu'on a distribués au nom de la diaspora. J'ai dénoncé ça, mais j'avais l'impression que les gens ils me prenaient pour un gueulard. Mais si on a un peuple qui est là pour subir, un peuple qui est... Toutes les intelligences sont là. On est les plus grands parleurs, on a les plus grandes idées. Et dans ce pays, il manque la volonté de se battre. Effectivement. Bob Marley disait, get up and stand up for your right. Debout, bats-toi pour tes droits. Mais les Sénégalais ont démissionné. À quoi sert-il maintenant des gens comme vous qui se battent dans les réseaux sociaux, qui dénoncent, et que le peuple est là, anesthésié, comme si il n'est pas concerné? Moi, c'est ça qui me dérange. Et puis, Lamine, ça c'est la question que je lui pose. Quant à moi, je finis pour dire que j'ai entendu ce que vous avez dit sur l'islam. Vous savez, je fais partie de l'un des acteurs que depuis 25 ans, depuis la création du CFCM, bien avant, je suis ce dossier et j'ai tous les procès-verbaux depuis Pierre Jox, depuis autant de Mitterrand, jusqu'à Sarkozy, qui est venu. Notre problème ici, en France, c'est qu'on a choisi une élite musulmane qui n'est pas représentative aux instances du culte musulman. Des bénouis qui applaudissent, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, en France, à part le philosophe écrivain Michel Onfray, personne ne défend la communauté musulmane. Vous savez, Tariq Ramadan a été sacrifié. C'était l'un des seuls intellectuels qui se battait pour apporter une contradiction. Aujourd'hui, tout le monde applaudit. Et quand j'entends aussi le président du CFCM, que je connais très bien, Messaoui, qui dit que, voilà, il ordonne que les musulmans annulent toutes les festivités de la naissance du prophète pour soutenir, ce qui s'est passé à Nice. Et c'est une aberration. C'est une aberration. Ça va, on condamne, mais on n'est pas responsable. Donc, je ne vais pas monopoliser la question. Je laisse à M. Diagne, que je salue, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt,
me parler un petit peu de la passivité des Sénégalais vis-à-vis de tous les problèmes que nous affrontons, le Covid-19, les naufragés, les enfants qui se noient dans la mer, le manque de travail de la jeunesse et les corruptions qu'il y a eu dans ce pays et les scandales financiers qui n'en finissent pas et rien n'a été réglé et personne n'est accusé, personne n'est coupable. Merci Elhaj Moussa. Merci beaucoup. Merci. Moussa, c'est un très grand monsieur, machallah. Effectivement, on s'est rencontrés ici à Dakar, on a beaucoup échangé, machallah. Un homme vraiment pétri de valeurs. Donc, il nous interpelle sur une question qui est très importante. Nous aussi, nous sommes en train de subir ce qu'il était en train de dire. On nous prend pour des gens qui ont trop de temps, qui n'ont rien à faire. Et pourtant, oui, on a beaucoup de choses à faire. On a notre travail, on a nos familles. Donc, se battre pour nous, c'est une obligation en réalité. Donc, la passivité du peuple sénégalais a des racines beaucoup plus longues qu'on ne pense en réalité. Moi, je trouve que cette passivité-là, elle découle du système colonial qui a été mis en place ici au Sénégal. Ce système-là était basé sur l'assimilation en réalité. Donc, le peuple sénégalais était vraiment un peuple guerrier, un peuple vaillant. Dans l'histoire, quand on revisite l'histoire des royaumes et des empires qui ont été là dans l'Afrique occidentale, avant l'arrivée des Blancs, nous voyons des royaumes vraiment très, très guerriers, en fait, des battants, des gens qui avaient le sens de la responsabilité, des valeurs et de la liberté. Des gens qui ont fait une révolution avant la Révolution française. Nous avons fait une révolution ici au Sénégal, dans le Damga, 13 ans avant la Révolution française, où on proclamait des droits qui sont beaucoup plus avancés que celle française qui a été faite en 1789, avec la révolution Torodo que Thierno Souleymane Baal avait portée. Donc c'était un peuple qui était vraiment fier, un peuple pétri de valeurs. L'assimilation a participé à refroidir cette fibre guerrière des Sénégalais. Rappelez-vous que les Français qui étaient là au début, et ça, chaque fois que je le dis, j'ai vraiment très mal. C'était même pas 50 Français qui étaient sur le sol sénégalais. Il y avait moins de 50 Français dans l'armée française qui étaient là, les colons. Et ces 50 personnes-là ont réussi à maîtriser des milliers de personnes qui étaient là, avec l'aide de Sénégalais qui étaient là, enrôlés dans les bataillons, en tout cas des tirailleurs, pour martyriser et même, je veux dire, pour tuer le fer noir. Donc, le noir a beaucoup plus travaillé à anéantir son frère. Donc ça, c'est un premier problème. Aujourd'hui, ce qui nous rend très passifs, en réalité, c'est deux facteurs. On a un message anesthésiant qui est délivré par nos autorités politiques et religieuses. Aujourd'hui, c'est comme si les religieux, pour la majorité des gens qui sont pro-pouvoir, hein, parce que ça reste du Sénégal, les religieux au Sénégal, pour la majorité, sont avec le pouvoir. L'ensemble des gouvernements qui sont succédés ici ont eu l'aval, l'appui et l'assurance des autorités religieuses de ce pays-là. Ils appellent au calme. Ils appellent à l'acceptation du destin. Ils appellent à ne pas diffuser la fitna. Ils appellent à l'obéissance des dirigeants du temporel en manipulant certains hadiths qui disent des hadiths qui ont été inventés par les Omeyyades pour pouvoir régner en toute tranquillité chez les musulmans. Donc aujourd'hui, nous avons des leaders religieux qui n'appellent pas au combat. Rappelez-vous même, durant la colonisation, les livres qui parlaient de djihad avaient été bloqués à l'entrée de la colonie. Les Sénégalais n'avaient pas accès à ces livres-là, les arabophones. Donc les sérines même, les marabouts qui croyaient en cette doctrine-là, qui voulaient se battre contre l'occupant, ces marabouts-là ont été soit exilés, soit tués, n'est-ce pas? Donc depuis lors, le peuple-là est vraiment attend un messie qui doit le délivrer et ne veut pas se délivrer lui-même. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça que je dis que nous, aujourd'hui, notre rôle, en tant que ceux qui dénoncent, c'est un rôle de conscientisation, peut-être. Nous sommes prêts à nous battre, nous, parce que nous savons ce qui se passe. La majorité de notre peuple ne comprennent pas ce qui se passe, c'est pour ça qu'ils ne se lèvent pas pour se battre. C'est donc, dommage. Pour moi, c'est en tout cas, vraiment,
Professeur Cheikh Oumar Diagne, je suis désolé, le téléphone sonne, mais malheureusement, on est arrivé donc, au terme de l'émission. Je ne peux pas prendre tout le monde. Voilà, vraiment, Cheikh Oumar Diagne, merci beaucoup. Voilà, donc, et donc ça fait plaisir, comme j'ai dit. La diaspora fait partie du Sénégal, c'est pour cela ça fait plaisir aussi. Il y a ni que Sénégal de la diaspora et donc du coup vous serez toujours les bienvenus dans notre émission Le Plateau du Sénégal. Vraiment, Djeredjef. Merci beaucoup, merci Lamine, et bien des choses à tous les auditeurs. Voilà, mais bala ngay dem, benn question. Oui. Mais dama dégg ni yow kat dama la dégg nga ne yow Trump nga faral. Tu es pour Trump au lieu de Joe Biden. Qu'est-ce qui se passe là? Ah waouh, Joe Biden et Trump c'est des cancers, n'est-ce pas? Oui. Mais Trump est un moindre cancer que Biden. Ah bon, c'est pas le contraire? Non, absolument pas. On est en train de dénigrer Trump. Je vais énoncer rapidement 4 points. Oui, allez-y. D'abord, Trump est un président qui n'a pas fait de guerre. Trump est un gueulard, certes, mais il n'a engagé aucune guerre pour les États-Unis. Et l'économie de guerre, on la connaît très bien dans le mental des démocrates. Ils vont créer des guerres pour maintenir le complexe militaro-industriel américain. Trump n'a pas voulu cela et c'est pour ça que les militaristes, ceux qui détiennent l'armée et les industries d'armement qui tiennent en otage les États-Unis, en veulent à Trump. Secondo, Trump a mis en place son mur. Tu sais, son mur n'est pas un mur de méchanceté en réalité. L'administration américaine, ce qu'on appelle le Deep State, vit du trafic d'enfants en réalité. Selon les chiffres officiels, on parle de près de 8 millions d'enfants qui sont commercés chaque année. Et le commerce a comme base aujourd'hui les États-Unis, n'est-ce pas? C'est là-bas où le commerce d'enfants se polarise, se centralise et se diffuse à travers le monde. Ce commerce d'enfants-là est destiné à des pédosatanistes, en fait, des pédocriminels, des réseaux de sacrifice d'enfants, des réseaux homosexuels qui utilisent ces enfants-là. Trump a bloqué en réalité ce trafic-là. Durant son magistère, durant ces 4 ans-là, les chiffres ont drastiquement baissé. Et le Deep State en veut réellement à Trump. Tertio, Trump est un président qui travaille pour son pays. Ce que Trump fait, tous les présidents du monde devraient le faire pour leur pays. Se concentrer sur leur pays et arrêter de faire plaisir au reste du monde. Moi, j'attends du Sénégal, un président sénégalais qui a été élu par les Sénégalais, j'attends de lui qu'il travaille pour les Sénégalais et qu'il travaille pour des multinationales françaises, n'est-ce pas? Chaque président doit travailler pour son peuple, n'est-ce pas? Et quatrième, ou bien quartio, Trump, sincèrement, n'est pas quelqu'un de... il n'est pas associé à l'ordre aujourd'hui ou bien à la vision maçonnique du monde. Trump est beaucoup plus dans le cadre des évangélistes sionistes. Trump travaille pour l'élaboration de Jérusalem. Donc, c'est ça son agenda. C'est pour ça que les prêtres évangélistes sionistes ont milité et même ont fait des prières en direct même pour élire Trump, parce qu'il travaille pour un agenda évangéliste sioniste. Alors que Biden est un haut initié Illuminati, un grand pédophile. Donc, je ne peux pas aimer Biden au détriment de Trump. Bon, en tout cas, professeur, merci. Je sais que là encore, même je vois mes amis qui sont là dans le studio me font de grands yeux. En tout cas, écoutez, c'est votre liberté d'expression, justement. Effectivement, et ici sur Radio Galère, on est très libre. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci. C'est à moi de vous remercier, Lamine. Bien des choses à tout le monde. Allez, au revoir. Voilà, donc merci beaucoup vraiment, cher Oumar Diagne, pour ton entièreté. Voilà, donc c'est un professeur qui dit ce qu'il pense et ça aussi, ben oui, c'est la liberté d'expression. Comme je le dis toujours, venez user et utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Voilà, donc très rapidement, il nous reste très très peu de temps. Donc pour 2 minutes, on va aller au Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal, où nous avons énormément de jeunes qui sont morts et qui meurent dans l'océan parce qu'ils veulent venir en Espagne, ils veulent venir en France. Et donc, on va prendre Pape Seck, l'envoyé spécial de la télévision RFM, qui est là-bas. Allô, allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour, grand pape. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, Lamine, à Marseille. Wow, ñu ngi lay dégg naka Sénégal. Ouais, Sénégal, maa ngi fi marché Tenguiguène di def course. D'accord. Je te rends jaloux là. Bah, ça c'est sûr. À ta maman qui est au Sénégal ou à quelque part. Elle est là à Marseille. Ah, donc maa ngi koy nuyu. Waaw, jëndal ma quelques côtés waay, quelques côtés. Madame Diakhaté maa ngi marché Ndara. Ma ne andil ci côté. Amul benn problème, maa ngi koy xooli. Allez, ñu ngi lay dégg grand. Lamine, ici à Saint-Louis, on est très attristé par rapport à ce qui se passe. Et ce ne sont pas des jeunes qui sont pauvres qui sont partis, mais des pêcheurs
qui avaient mis des sous de côté pour pouvoir voyager. Et l'histoire, daf ñuy interpeller quoi. Wax ni événement bi dafa amone. Ñu wo jeunes yi def leen promesse par rapport au gouvernement. Ñu def leen promesse. Promesse yooyu teniruñu ko après affaire bi rebondir. Parce que l'histoire dafa am fu mu commencer. Il faut ñu xool lu ko waral. Parce que y a pas d'espoir. S'il y a pas d'espoir, il y a n'importe quoi. Parce que xalé yi fi ñi ëpp 80% 25 ans la ñu am amuñu 30 ans. Population bi. Mais surtout à Saint-Louis. Ba pare, la mer a été vendue par rapport aux Chinois, aux autres armateurs. Ils arrivent même plus à pêcher le bon poisson pour survivre quand même. C'est très triste. Avant, les pêcheurs ne voyageaient pas. Ils voyageaient en Mauritanie, en Guinée-Bissau pour pêcher. Mais maintenant, l'Europe. Et le plus grave des problèmes, c'est que amuñu métier. Ils n'ont pas de métier. Par exemple, les jeunes, ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas été formés. Arrivés en Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous vivez à Marseille. Vous voyez la situation à la gare à Marseille. Les jeunes qui arrivent et qui finissent comme ça, c'est très triste. Vous le vivez. Ça, on ne peut pas le dire au Sénégal, mais vous le vivez, vous le voyez chaque jour. Tu dis, il a pris le bateau, mais il finit comme ça. Est-ce qu'ils ont été conscientisés? Parce que c'est les mamans qui vendent leurs bijoux pour qu'ils puissent voyager. Mais il faut régler, parce qu'il faut que le gouvernement réagisse. Il faut trouver une solution ensemble avec les jeunes pour nous bloquer. Parce que certes, oui, il y a la réussite en Europe, mais il n'y a pas que la réussite, il y a tout. Et si tu prends 100 jeunes, 10 nous réussir. On à gauche, c'est 20%. Tout à fait. Surtout période de Covid, mais à Saint-Louis, on est très triste. On a perdu plus de 70 jeunes. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je tenais absolument qu'on vous entende. Donc, depuis Saint-Louis du Sénégal, là où la plupart des jeunes sont en train de délaisser leur travail, de délaisser la pêche pour tout simplement braver la mer en direction de la France ou de l'Espagne. Tout ça, c'est la faute. On a été mal gouverné dès le début. C'est ça, c'est la faute des gouvernants. Ils prennent leurs responsabilités. Bien que les jeunes sont très têtus, et là, ils vont dans la mort, carrément. Ils vont vers la mort. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, grand. Et puis bonne fin de vacances. Bonsoir à tout le monde et allez, bon confinement à Marseille. Merci. Merci, ciao. Voilà, donc merci beaucoup, Papsec. Donc très rapidement, voilà, j'ai mon coup de gueule sur l'immigration. Donc Papsec, donc qui m'a permis justement de faire la transition, car cette jeunesse sénégalaise en déperdition cherche coûte que coûte à sortir la tête de l'eau. Sans jeu de mots, bien sûr, parce que malheureusement, la plupart d'entre eux ont été engloutis dans l'eau des océans. Avant-hier, plus de 140 morts au large du Sénégal, comme j'ai dit, sans oublier toutes les autres pirogues disparues en mer, dans l'indifférence la plus totale du président de la République et de son gouvernement. D'ailleurs, le ministre de l'Emploi, lui, dit hier qu'il ne comprend pas pourquoi les jeunes partent, en quelque sorte, car il n'y a pas de problème d'emploi au Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas de problème d'emploi au Sénégal. Comment on peut regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire qu'il n'y a pas de problème d'emploi? L'Organisation internationale du travail vient de publier un document où le Sénégal occupe la 3e place sur les 10 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé dans le monde, avec un taux de 48%. Là où le plan Sénégal émergent du président Macky Sall parle de 13%. Mais vraiment, ils se moquent des gens. Ils nous prennent vraiment pour des bananes. Tous ces jeunes veulent venir en Europe pour avoir de meilleures conditions de vie. Et c'est très compréhensible, même si on peut leur déconseiller d'affronter la mer. L'Espagne a versé plus de 13 milliards de francs CFA au Sénégal pour qu'ils aident ces jeunes. L'Union européenne a donné de l'argent au Sénégal pour qu'ils aident cette jeunesse. Mais il est passé où cet argent? Que font nos dirigeants avec cet argent? Nous avons les dirigeants les plus indignes au monde, les plus irresponsables, des dirigeants sans cœur. Parce que tous leurs enfants sont dans les meilleures écoles au monde, aux États-Unis, en France, au Canada, etc. La richesse du pays est en train d'être bradée. Et je ne parle même pas de notre or, l'or de Sabodola. Je ne parle même pas du pétrole, que le frère du président de la République a déjà mis la plupart dans sa poche. Je ne parle même pas du zircon, je ne parle pas du phosphate, je ne parle pas de ce que le beau frère du président fait. Je ne parle pas aussi du poisson que les Chinois, que les Occidentaux ont pris. Je parle tout simplement de la jeunesse sénégalaise censée travailler pour le Sénégal.
et nos autorités n'ont absolument rien à foutre de cela. Ici au marché Noailles ou à Plombières, on y trouve des poissons du Sénégal. Eh oui, on y trouve le mérou, on y trouve les rougets de Dakar. Alors que ce sont ces poissons qui sont à l'origine de l'immigration des jeunes pêcheurs de Saint-Louis, de Mbour, de Kayar, etc. Car ces corrompus dirigeants du Sénégal ont tout donné, les licences de pêche, aux Occidentaux, aux Chinois qui vident nos océans avec leurs chalutiers. Et donc nos jeunes, avec leurs pirogues, à défaut d'avoir du poisson, se dirigent vers les côtes occidentaux au prix de leur vie. Car la plupart vont tout simplement mourir en mer. Quelle honte, quelle honte. Richard, avant-hier, je suis parti à Plombières pour acheter du poisson. J'ai vu les poissons de Dakar. Quand j'ai pensé à la pirogue, j'ai reposé tous ces poissons-là. Parce que ça n'a pas été pêché par les Sénégalais, c'était les chalutiers chinois qui l'ont pêché pour venir nous le vendre là. Non, à un moment donné, il va falloir, j'espère, que nos dirigeants ouvrent les yeux pour tout simplement qu'ils arrêtent la politique et qu'ils pensent à la jeunesse. Voilà, donc Étienne, merci beaucoup. Restez à l'écoute avec Étienne. Et la phrase de fin d'émission, oui Étienne. C'est quoi? C'est à l'odeur qu'on reconnaît l'odeur du capitaine. Pardon, c'est à l'odeur qu'on reconnaît l'âge du capitaine. L'âge du capitaine. Bon, en tout cas, heureusement, on essaie de rire donc de tout ce qui se passe. C'est très, très, très malheureux. Voilà, et comme je l'ai dit, quand on a 140 morts, le président, il se fend d'un tweet. Et il y a 8 morts en France. Le président, il prend l'avion pour venir aux côtés de François Mitterrand pour dire oui, on est Charlie. À un moment donné aussi, il va falloir aussi savoir qu'on est élu, comme il l'a dit, pour essayer de tout faire pour que cette jeunesse sénégalaise puisse avoir du travail. Voilà, donc la phrase de la fin d'émission, pour une fois, j'emprunte cette assertion à mon père qui me disait « La liberté absolue n'existe que dans l'absolue solitude ». Voilà, bonne émission avec Étienne et je vous dis à samedi prochain, Richard.